Bonjour ou rebonjour à vous et merci d'être avec nous pour cette dernière conférence de ce rendez-vous CEDEC, le rendez-vous régional des collectivités et des entreprises du déchet et de l'économie circulaire. Alors nous nous retrouvons cet après-midi autour de la thématique qui s'affiche sous vos yeux, celle des nouvelles mobilités et nouvelles énergies, avec une question qui s'impose dans le cadre de ce rendez-vous CEDEC: comment gérer les nouveaux déchets liés à ces innovations ? Chacun de vous le sait et le vit déjà au quotidien. Nous sommes dans l'ère du tout sans fil, du tout électrique, de la trottinette qui vous a peut-être mené jusqu'ici, jusqu'à l'aspirateur sans fil, en passant bien sûr par les véhicules électriques voués à se généraliser. Un petit chiffre, plus de 900 000 trottinettes vendues en 2021, 800% d'augmentation en 4 ans. Les chiffres font tourner la tête. Mais pour alimenter tous ces usages et outils en électricité, il faut de l'énergie, si possible renouvelable, qui engendre elle aussi à son tour des déchets qu'il faudra un jour prendre en compte. Alors, comment concilier ces besoins et usages actuels avec une consommation raisonnée des ressources naturelles et une production raisonnable de déchets ? Et quelles actions sur ce territoire où nous nous trouvons pour gérer ces mêmes déchets ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec les intervenants qui ont accepté notre invitation et on les remercie. Avec nous, Bernard Laurent, chargé de mission Engie France Renouvelable. Christophe Reif, directeur régional délégué en charge des entreprises à l'ADEME Grand Est. Merci, je vous laisse vous installer. Emmanuel Toussaint d'Auvergne, directeur général de Screlec. Arnaud Choub, directeur du site Eurodios Industrie chez Sarp Industrie. Vanessa Montagne, directrice Nouvelle REP chez Écologique. Anaïs Guabo, responsable des opérations et techniques chez Soren. Et Hugues Babst, président de Fédérec. Pardon ? Fédérec Est, évidemment. Nous sommes dans la région Grand Est. Merci de préciser et je vais l'écrire. Alors, pour commencer, Christophe Reif de l'ADEME, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte en termes de projection ? J'ai cité un chiffre, mais évidemment, il faut essayer de visualiser ce que vont être ces consommations énergétiques dans les prochaines années. Qu'est-ce que c'est une France qui développe tous ces secteurs, comme on l'a évoqué ? Ça donne quoi ? Alors, le développement de toutes les nouvelles mobilités, on l'a appréhendé dans une démarche de réflexion prospective 2050 et on a pris le parti d'avoir quatre types de scénarios. Un scénario très sobre, le scénario S1, frugalité, et un scénario très, très technophile, S4, qui fait vraiment la part belle aux nouvelles technologies avec du coup un risque qui est plutôt d'acceptation de désirabilité de la frugalité, scénario 1, et puis une prise de risque sur de la technologie dans le scénario 4. Et on a un module spécifique, on a fait un feuilleton, parce que le rapport de base fait 650 pages, même pour l'ADEME, c'est beaucoup. On a fait un petit résumé spécial mix électrique et qui donne des éléments importants qui montrent que l'électricité est quelque chose qui va forcément, l'électrification va forcément se développer, simplement par le contenu en carbone de l'électricité. Quand on regarde en France, 25 grammes de CO2 par kilowattheure produit, données RTE, grâce notamment à l'énorme puissance du nucléaire. Et on voit que l'éolien et le photovoltaïque commencent à grimper. Quand on regarde dans cette part des consommations depuis les années 90, la partie brune foncée, le trait de crayon, voilà, c'est la partie transport, utilisation de l'électricité pour le transport. Donc on voit que c'est la partie congrue. Quand on regarde du coup cette partie prospective, le tendanciel, si on reste sur le rythme actuel, on voit qu'on passe d'une dizaine de térawattheures en électricité de transport vers 120 TWh. Donc quoi qu'on fasse, on est orienté aujourd'hui vers de l'électrification du transport. Il y a les trottinettes, mais c'est surtout les véhicules électriques, notamment le véhicule particulier qui a tendance à s'électrifier parce qu'on arrête les moteurs thermiques. Et quand on regarde les différents scénarios, soit très sobriété, le scénario 1, soit très technophile, on voit que même dans le scénario 1, sobriété, on passe de 10 TWh à une cinquantaine de TWh. Donc vraiment en étant une société qui répond à des critères d'une très grosse partie de la société. J'appelle ce scénario le scénario Greta Thunberg, parce qu'il y a 10% de la population qui adhère à ce schéma-là. Il faut accepter l'électromobilité. Et quand on bascule sur des scénarios technophiles, et là on se rend compte de quelque chose qui est assez marquant, c'est que finalement la première utilisation de l'électricité en France, ça sera la mobilité, devant le tertiaire, le résidentiel et l'industrie.
Merci. Et puis donc, je vous ai rajouté un petit Allez-y. schéma qui montre que finalement, en fonction du scénario, plus on va avec des technologies, plus on a une électrification avec jusqu'à un doublement de notre production d'électricité en France, en passant de 400 TWh à 800 TWh. Merci pour ces chiffres. Ça pose bien effectivement le débat. On sait que ça va augmenter, mais au moins dans quelle proportion. Alors, dans ces modes de vie, ces nouveaux modes de vie qu'on évoquait, justement, on parle beaucoup de la mobilité électrique. Évidemment, la trottinette, c'était un chiffre anecdotique, mais c'est évidemment les véhicules électriques, la voiture électrique qui vont beaucoup peser. On le sait avec une problématique autour de la gestion des batteries en fin de vie. C'est la mission de Screlec, dont vous êtes le directeur, Emmanuel Toussaint d'Auvergne. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos missions ? Oui, tout à fait. Déjà, je voulais vous remercier pour cette invitation parce qu'aujourd'hui, je pense que l'utilisation des batteries est au centre d'une stratégie. L'État a la volonté de décarboner l'industrie et d'avancer vers des solutions alternatives qui peuvent donner de l'autonomie. Et l'électricité et les batteries en font partie, bien évidemment. Donc, à ce titre, nous avons un rôle central parce que nous sommes un acteur qui va fédérer l'ensemble des entreprises qui vont mettre sur le marché des batteries à l'avenir. Et donc, il va falloir qu'on leur apporte des réponses concrètes pour la gestion de leurs déchets. Alors, en quelques mots, juste rappeler qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, nous sommes un éco-organisme. Nous avons fondé la filière des piles et batteries il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc, nous sommes à but non lucratif, d'intérêt général. Nous intervenons aussi bien en métropole que les départements d'outre-mer. Et nous sommes opérationnels. C'est-à-dire que nous apportons des solutions concrètes pour se saisir des gisements et pour les envoyer nous-mêmes dans les centres qui vont pouvoir les traiter conformément à la réglementation. Alors nos ambitions, c'est quoi ? Nos ambitions, c'est de prendre en charge un maximum de batteries à l'avenir, d'apporter des solutions pour la bonne gestion des coûts avec des prestataires qui seront en capacité de les absorber. Un point essentiel aussi, c'est sensibiliser les citoyens. Il faut que les citoyens se rendent compte que le gisement qu'ils ont, partout où ils l'ont au sein de leur foyer ou même au sein des entreprises, eh bien, ils doivent intégrer une filière qui est responsable et une filière qui est organisée. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a des gros efforts qui ont été faits. Vous voyez, on a un taux de collecte qui est très bon parce qu'il dépasse les objectifs qui nous sont assignés par les pouvoirs publics. Mais malgré tout, on sent qu'il y a encore une fraction de la population qui est réticente à jouer le jeu en termes de la bonne utilisation de leurs batteries une fois qu'elles doivent être recyclées. Et donc, notre mission, c'est de transformer les citoyens en éco-citoyens. Alors, c'est très ambitieux. Mais on a cet objectif-là. Et cet objectif, il va être sincèrement et de manière significative rehaussé dans les années à venir. D'accord. Alors, si je vous donne juste quelques mots sur notre structure. Donc, nous sommes une structure qui est en forte croissance à notre échelle. Et nous avons mis en place aujourd'hui une organisation qui est proche du terrain pour faire de la sensibilisation auprès de tous les détenteurs. Alors, aussi bien publics, que ce soit les collectivités territoriales, que privés, que ce soit des acteurs qui détiennent des déchets, qu'ils soient des professionnels des déchets ou qu'ils soient des entreprises ou des administrations. Notre idée, c'est de se dire, en apportant des solutions de proximité, en expliquant, en accompagnant le geste, on gagnera en efficacité. Et on va le voir que ça commence déjà à apporter ses fruits d'une manière tout à fait concrète. Travail de terrain. Travail de terrain, à mon avis, c'est essentiel. Il faut se rapprocher du détenteur et lui expliquer quelles sont les solutions qui sont mises à disposition. Bien sûr. Alors rapidement, quelques chiffres. Screlec aujourd'hui, c'est 32 000 points de collecte sur le territoire, donc c'est quand même une solution de proximité. En fait, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas recycler vos batteries, en fait, parce que le point de collecte, il est pas loin de chez vous, il peut être facilement accessible, quelle que soit la taille ou la nature de votre batterie. Alors une fois qu'on a collecté ces gisements, on les envoie dans des centres de regroupement pour avoir des quantités qui soient massifiées. Ensuite, ça part dans des centres de tri. Arnaud, tu nous en parleras tout après. Et puis ça va dans des centres de traitement où on va avoir l'ambition de récupérer les métaux qui sont dessus. Il y a quand même aussi des enjeux importants aujourd'hui, c'est que ces métaux ils deviennent stratégiques. On sait que pour constituer des nouvelles batteries, il va falloir conserver ces gisements sur le territoire. Je vais vous donner juste un exemple, c'est le cas du cobalt. Par exemple, le cobalt, aujourd'hui, le plus gros producteur, c'est la République démocratique du Congo. Donc on peut toujours s'interroger sur la façon dont est produit ce minéral et comment il va être exploité. On a la chance d'avoir des mines urbaines en Europe et on a la chance d'être organisé pour pouvoir concentrer ce gisement et le faire entrer dans une économie circulaire. D'accord. Donc on a toutes les compétences pour le faire, il suffit de vouloir le faire. Et des enjeux en plus, si on va plus loin, politiques aussi. Politiques et sociaux, c'est évident. Aujourd'hui, 90% de ce que l'on collecte est recyclé. On a fait le choix, nous, de travailler avec l'industrie française parce que notre mission en tant qu'organisme, c'est aussi de leur fournir les gisements dont ils ont besoin, parce qu'eux-mêmes sont consommateurs de ces gisements et donc ils ont besoin d'avoir des volumes significatifs pour pouvoir faire tourner leurs usines.
Et notre travail, donc, c'est de travailler avec des gens qui sont compétents, efficaces, que l'on a pu agréer, qu'on a pu auditer, et qui sont en mesure de nous apporter des solutions concrètes pour pouvoir absorber le gisement qui va être croissant à l'avenir. Pour finir, je vous donnerai juste quelques exemples. Notre ambition aussi, c'est de travailler de manière plus étroite avec les collectivités territoriales. Donc, on a cité quelques collectivités qui travaillent avec nous aujourd'hui. Et on voit qu'avec une proximité terrain, avec des actions concrètes, avec des communications renforcées, on peut être bien plus efficace. À notre échelle, on a augmenté en une paire d'années de 33%, ce qui est beaucoup, les volumes que l'on a pu collecter. Alors, c'est aussi le reflet des quantités qui sont mises sur le marché. Il y en a de plus en plus. En tant que particulier, vous avez plus de piles et batteries à votre domicile, même au titre des entreprises. Mais on voit aussi qu'une mobilisation, une explication des consignes, une formation des gardiens de déchetterie, ça a des conséquences très positives en termes de collecte. De notre côté, pour être efficace, on pense qu'il faut aussi dynamiser la collecte. Il ne faut pas que la collecte des déchets, ce soit quelque chose de passif. En fait, il ne faut pas mettre un fût au coin d'une déchetterie et attendre que avec le bon vouloir, on va dire, des administrés, ils viennent se remplir par les déchets. On pense, nous, qu'il faut au contraire faire beaucoup plus d'animation, quel que soit le détenteur, et donner une explication concrète. En gros, pourquoi je le fais? Expliquez-moi pourquoi je dois collecter mes piles. Expliquez-moi pourquoi je dois les recycler. Quelle est la raison? Tous ici autour de cette table, nous avons une petite boîte à la maison avec des piles. Et on se dit, je le ramènerai demain. Qui s'entasse. Qui s'entasse et qui malheureusement parfois part dans la mauvaise poubelle. Donc notre mission, c'est ça, c'est apporter du sens. Pourquoi on le fait et comment on le fait. De la proximité, du sens, à mon avis, ce sont les clés de la réussite de demain. Il y a une question, pardon, aussi peut-être de visibilité, parce que tout à l'heure, vous disiez 32 000 points. Oui. Moi, j'étais étonnée. Peut-être qu'ils existent, mais les gens ne les identifient pas forcément, ils ne savent pas où ils sont. Comment on fait pour savoir? Alors déjà, vous pouvez regarder notre site internet, Ouais, vous allez les trouver dessus. Et puis surtout, toutes les enseignes qui vendent des piles et des batteries sont censées pouvoir vous apporter une solution concrète de collecte, sachant que c'est entièrement gratuit. De la même façon, toutes les collectivités territoriales qui ont compétence sur la collecte de ces déchets peuvent récupérer et doivent récupérer ces batteries lorsqu'elles arrivent en déchetterie, par exemple. Donc il y a une possibilité très concrète de mettre à disposition son gisement. On a aussi passé le Rubicon de notre côté. On s'est dit que pour aller plus loin, il fallait qu'il y ait une incitation financière qui soit donnée aux acteurs, quels que soient les détenteurs, pour les inciter à collecter. Pourquoi je le ferai? Donc, je peux le faire aussi pour des raisons pécuniaires. C'est-à-dire qu'en tant que gestionnaire de déchets ou en tant que collectivité territoriale, si je m'implique d'une manière significative sur ce déchet, forcément, j'ai des quantités qui sont croissantes et nous, on va récompenser, on va dire, notre partenaire à l'échelle des quantités de déchets qu'il peut nous mettre à disposition. Si on veut atteindre les objectifs qui sont de 73% de taux de collecte en 2030, il faut qu'il y ait une mobilisation totale de la filière. Donc tous les vecteurs seront bons pour atteindre les bons résultats qui nous seront nécessaires. Et on sait que c'en est un moteur très fort, le financier. Tout à Comment fait. vous financez vous-même Alors nous, en tant qu'éco-organisme, on se finance par l'intermédiaire des éco-contributions, c'est-à-dire que tous les metteurs sur le marché ont l'obligation de nous verser une éco-contribution pour qu'on prenne en charge en leur lieu et place leurs déchets. De la même façon, on bénéficie aussi de la valorisation matière, c'est-à-dire certains métaux peuvent être rachetés, si j'ose dire, par les opérateurs de déchets, et ça vient diminuer d'autant nos contributions auprès de nos adhérents. Et ça vous permet derrière de redistribuer d'une Tout à certaine fait. manière. Merci beaucoup Emmanuel Toussaint d'Auvergne. N'hésitez pas les uns les autres à intervenir, même si on est nombreux, chacun aura du temps pour parler. Si vous voulez compléter les uns les autres, n'hésitez pas. Arnaud Choub, tout à l'heure, il vous a présenté parce que vous travaillez un petit peu dans le même secteur. Présentez-nous à votre tour donc Sarp Industrie. Et vous êtes directeur du site Eurodieuse, donc vous allez nous le détailler aussi. Bonjour, pareillement, je vous remercie pour l'invitation, effectivement, de donner une visibilité à nos activités qui ne sont pas toujours connues du grand public et d'expliquer ce qui se passe quand on met justement sa pile ou sa batterie dans une boîte Screlec. Donc je vais commencer déjà un petit peu par présenter le groupe Sarpi, qui est une filiale de Veolia. Sarpi, on est spécialisé dans le traitement du déchet dangereux et également la valorisation des terres polluées, donc des sites pollués. Donc on a une mission qui va être en fait de pouvoir maîtriser le risque déchet afin de pérenniser l'activité industrielle. On entend de plus en plus aujourd'hui de pouvoir réindustrialiser la France. On fait partie de ces acteurs qui permettent de pouvoir le faire parce qu'on va gérer les flux de déchets des industriels qui vont être produits sur notre territoire et on va le gérer localement en ayant des installations au plus proche de nos clients.
Aujourd'hui, Sarp Industrie, donc on a bénéficié évidemment du rachat de Suez qui a permis d'étendre nos sites. Donc on est à quasiment plus de 110 sites aujourd'hui à l'échelle européenne. On a plus de 3800 Sarpiens, c'est notre dénomination en interne. C'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 6 millions de tonnes de déchets dangereux traités annuellement sur le territoire européen. Pour ça, on a un modèle intégré, c'est ce qui a permis notre croissance et d'obtenir notre leadership aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va détenir les capacités de la collecte jusqu'à l'enfouissement du déchet ultime, en passant par de l'incinération, du traitement, ce qu'on appelle nous en filière froide, donc c'est tout ce qui va être traitement et valorisation des eaux, mais également des activités de recyclage. Donc évidemment, on parlera du recyclage des piles et batteries, mais par exemple de la revalorisation, régénération de solvants pour l'industrie automobile, par exemple. Et un réseau de plateformes, puisqu'on travaille énormément en réseau, un réseau de plateformes qui nous permettent d'être le plus proche possible de nos clientèles industrielles et après de pouvoir massifier dans nos usines de traitement. Je vous ai mis là quelques exemples des déchets qui vont être amenés à traiter, parce que quand on parle de déchets dangereux, oubliez le radioactif et l'explosif, d'accord, c'est encore une catégorie à part. On va être plutôt sur tout ce qui va être des hydrocarbures, des acides, des bases, des produits d'effluents de laboratoire. Donc on travaille également avec les laboratoires de lycée et de collège qui regroupent tous ces déchets-là, et évidemment les batteries, ce qui me permet d'enchaîner donc, sur la présentation de mon site. Donc, Eurodieuze Industrie, c'est dans le nom, on est basé à Dieuze, en Moselle. On recycle donc les piles et batteries depuis le début des années 2000. Un petit tour d'horizon du site. On a notre propre laboratoire sur le site. À l'inverse de mes collègues du réseau Sarpien, moi je ne vais pas analyser ce qui rentre. Ce sont des piles, ce sont des batteries. Donc on maîtrise un petit peu. Par contre, on va analyser tout ce qui ressort, puisque notre objectif est de pouvoir recycler et valoriser la matière. Donc on a des cahiers des charges à respecter par rapport aux sous-produits qu'on va générer et pour les orienter ensuite dans les bonnes filières. D'accord. On a donc une unité de tri sur le site, puisque les flux qui nous viennent de Screlec, par exemple, peuvent arriver en mélange quand vous mettez vos piles ou vos batteries à la sortie du magasin, elles ne sont pas forcément triées par chimie. Or, nous avons des obligations de recyclage par chimie, des taux de recyclage à atteindre par type de chimie. Et donc, pour maximiser ces taux de recyclage, on fait un tri en amont. Ça peut être chez nous, mais d'autres plateformes également le font à travers la France et l'Europe. Pour les autres flux, ou du moins ceux qui sont ensuite triés, on va passer sur du broyage. Principalement, nous, on va utiliser la méthode mécanique pour le recyclage des piles et batteries, c'est-à-dire qu'on va broyer les piles et les batteries par chimie, comme je l'ai expliqué, et ensuite faire la séparation des différentes matières pour les envoyer en valorisation. Donc on a une unité de broyage, alors AS pour alcaline saline, donc c'est votre petite pile de télécommande classique. Une unité de séparation qui, elle, va être dédiée au traitement des batteries lithium-ion. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Une unité de broyage spécifique également au lithium-ion pour différentes raisons, des raisons de sécurité. Une pile lithium-ion que l'on broie ne réagit pas du tout de la même manière qu'une pile alcaline saline. Et également, les gaz émis ne sont pas les mêmes, donc des systèmes de traitement complètement différents. Du stockage sécurisé pour absorber l'ensemble des flux et éviter les propagations de feu, puisque c'est le risque majeur sur notre site. Une unité de démantèlement, alors là c'est une photo sur le démantèlement de batteries de véhicules électriques, mais nous allons avoir les mêmes opérations sur du vélo électrique, sur de la trottinette électrique, de manière générale sur tout ce qui va être le light mean transport, la mobilité douce, merci Emmanuel, sur ces activités-là, puisque nos broyeurs n'acceptent pas de grosses batteries, et pour la valorisation ça n'a pas d'intérêt. Et enfin une unité de traitement des eaux, puisque l'intégralité des eaux que l'on va utiliser dans nos process proviennent des eaux de pluie, de manière à ne pas consommer l'eau du réseau. On sait que la ressource en eau est quelque chose de plus en plus rare aujourd'hui. Et de cette manière aussi de pouvoir traiter le surplus qui n'est pas consommé par nos process pour pouvoir être rejeté au milieu naturel. Une petite carte d'identité d'EDI. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 8000 tonnes de piles et batteries qui sont recyclées annuellement sur le site, principalement alcaline saline et lithium-ion, avec plutôt soixantaine de collaborateurs aujourd'hui exactement. Et entre 1500 et 2000 tonnes de piles à accumulateurs qui sont triées par an. Donc c'est du tri manuel. Il faut bien comprendre que nos activités aujourd'hui sont extrêmement manuelles et très opérateurs dépendants pour une simple et bonne raison, c'est que les batteries aujourd'hui n'existent pas de standard, même au sein du véhicule électrique, ce qui fait que automatiser coûte beaucoup plus cher et demande beaucoup trop de développement. Donc on va attendre que les constructeurs automobiles se mettent d'accord sur un standard et comme d'habitude on arrivera à la fin pour s'adapter. Est-ce que ces volumes-là, ça arrive uniquement de la région, de toute la France, quelle est l'échelle un petit peu ?
Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre que des activités de recyclage de piles et batteries, ça n'existe pas, dans tous les pays et encore moins dans toutes les régions en France. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre flux est intégralement européen. Une grosse partie du flux, évidemment, vient des 2 éco-organismes dont Screlec et Emmanuel a évoqué tout à l'heure. Mais on a également de gros volumes qui peuvent nous venir, par exemple, de Suède. On a un flux récurrent d'Alkane Saline, par exemple, qui vient directement de Suède. Pareil, le système d'éco-organismes. Et après, sur les batteries de véhicules électriques, en fait, nos contrats sont avec les sièges des marques automobiles. Ce qui fait qu'en fait, on a des accords sur l'ensemble du territoire couvert par le siège. Donc aujourd'hui, certaines marques, on a leur flux intégral au niveau de l'Europe. Donc voilà, donc on a l'habitude également de faire voyager les batteries, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas recycler à proximité de l'origine du déchet. D'accord. Donc 3 activités, tri des piles et batteries, j'en ai parlé tout à l'heure, recyclage et valorisation avec une partie démantèlement pour ce qu'on caractérisera comme de la batterie industrielle, donc plus de 20 kg grosso modo, et pour le reste ensuite on va passer par du broyage sur 3 lignes complètement différentes. Et une petite activité transit regroupement puisque nous apportons quand même à Sarpi, donc on a aussi cette compétence-là pour en tout cas les industries autour de la nôtre. Si on rentre un petit peu dans le process, aujourd'hui, une batterie, qu'elle soit de mobilité douce ou de véhicules électriques, alors je mettrai également dedans les bus, d'accord, et de plus en plus les motos, on commence à avoir motos, scooters. On va d'abord la mettre en sécurité. Cette sécurité, ça va être une mise en décharge électrique, or soit de manière résistive, on branche la batterie, on consomme le courant à l'intérieur, soit de manière électrolytique, si la batterie ne peut pas être branchée parce qu'elle a subi des chocs, parce qu'elle est endommagée, etc. Et donc on va faire une électrolyse de l'eau quelque part pour pouvoir faire la décharge. Ensuite, on va attaquer le démantèlement et à partir de là, on va démarrer le calcul de nos taux de recyclage, c'est-à-dire que chaque vis va être séparée, la câblerie va être séparée, tout va être trié au moment du démantèlement par nos opérateurs. On va ensuite passer, l'objectif étant d'aller chercher la cellule, d'accord, le plus petit élément contenant de l'énergie à l'intérieur de la batterie pour pouvoir ensuite la valoriser. On va passer par une étape de broyage, notamment pour le lithium-ion qui va être en voie humide. Puis après un séchage, on va passer à la séparation mécanisée. Je vous montrerai les sous-produits juste après. Pour, en fonction des chimies, notamment celle qui va être ce qu'on appelle du NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, que l'on trouve dans les véhicules électriques et dans certains vélos électriques, elles vont partir en hydrométallurgie dans un process qu'on a développé en interne. Donc, vous avez là les 5 fractions majeures du traitement Lyon. Donc je vais commencer par le cuivre, qui est voilà, les connecteurs, etc. Aluminium également, donc tout ça part en valorisation. Le fer qui va être un alliage de nickel et de fer, puisqu'on va trouver des inox également pour les connectiques, donc qui va partir également en valorisation dans de la métallurgie et peut être utilisé directement pour de la fonte d'inox avec des matières premières venant de la mine. Papier et plastique, aujourd'hui, pas de valorisation autre que de la valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on a un incinérateur dans le groupe, dans mon pôle, qui se situe dans le nord de la France, où on va brûler le déchet pour générer de la vapeur et donc produire de l'électricité avec. Et enfin, on va dire l'or noir, quelque part, qui est en fait la black mass, qui est cette poudre métallifère qui est la matière active, qui va contenir le nickel, le lithium, le cobalt, le manganèse, etc. Et ces métaux-là, plusieurs procédés de recyclage existent. La pyrométallurgie et l'hydrométallurgie, pour prendre les 2 majeurs. Nous avons fait le choix de l'hydrométallurgie, parce que ce sont des technologies qu'on maîtrise aussi. Et donc, dans le cas du véhicule électrique, on a développé une autre usine, et je reviendrai dessus juste après, je vais inverser mes slides. Donc, une petite prévision de croissance, en tout cas nos plans de croissance sur le site de Dieuze par rapport justement à l'explosion du marché dont parlait Emmanuel à l'instant. On a un horizon, voilà, on sait que les volumes vont arriver, c'est l'avantage du recyclage, on a à peu près une date. Et donc aujourd'hui, sur le site, c'est à peu près 2000 tonnes, je parle en cellules en broyage de batteries. On a à peu près 2000 tonnes de capacité sur les années en cours. On est un petit peu en retard par rapport à 2023, mais l'objectif reste celui d'avoir quasiment 7200 tonnes de capacité de broyage de batteries, ce qui correspond, si on ne parle que en pack batterie de véhicules électriques, 10 000 tonnes de pack batterie. Donc à 300 kg par batterie, ça vous fait 300 000 véhicules qui peuvent être recyclés sur notre site. Qui pourront, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà être absorbés, ou ça veut dire que vous allez vous-même embaucher, grossir pour prévoir ça?
Alors, c'est votre embaucher- capacité déjà aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on est plutôt encore à gauche, donc on est plutôt D'accord. aux alentours des 2000 tonnes, 2000-2500 tonnes. Mais effectivement, il y a des prévisions d'embauche, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on démantèle manuellement, donc des prévisions Ouais. d'emploi, des acquisitions de terrain également, parce qu'il va falloir que l'usine Se développer. grossisse un petit peu, et puis on doit gérer des caisses vides de Mhm. batteries de véhicules électriques, qui est quelque chose d'assez nouveau chez nous. Mhm. Donc voilà, il y a des prévisions de croissance pour venir sur ces marchés-là. Et on verra la question de l'emploi tout à l'heure, hein, mais il y aura une vraie question, un vrai sujet sur ça, sur comment trouver la main-d'œuvre qualifiée pour ça. Pardon, je vous laisse reprendre. Pas de souci, parce qu'effectivement, c'est un enjeu, surtout aujourd'hui, dans les tensions de recrutement. Tout à fait. Une fois qu'on a produit cette black mass, en fait, si on continue un petit peu le process, on a développé en interne sur le site de Dieuze un traitement hydrométallurgique nous permettant de séparer les différents métaux contenus dans ces black mass pour extraire lithium, cobalt, nickel, cuivre, manganèse et aluminium. Ça, c'était à l'échelle laboratoire. Aujourd'hui, sur le process industriel, nous nous concentrons uniquement nickel, cobalt, cuivre, ça c'est ce qui est capable de sortir aujourd'hui de l'unité pilote à plus grande échelle, et lithium d'ici 2024-2025. Manganèse lithium, très peu de marché en fait financièrement, donc très peu d'intérêt et très compliqué à sortir proprement. Et donc pour accompagner cette croissance, nous avons développé sur un second site qui se situe à côté de Metz, à Sédilor, donc qui est un site historique de traitement de déchets dangereux, à peu près 120 000 tonnes à l'année. Nous sommes en train de construire dans la zone, donc on voit cerclé en blanc, un bâtiment qui fait 4000 m² pour pouvoir traiter jusqu'à 8000 tonnes en phase nominale de black mass qui sera produite en partie sur le site de Dieuze, mais également sourcée à l'échelle européenne, puisque aujourd'hui on sait que des installations de traitement vont forcément s'installer. Aujourd'hui, je le disais, Dieuze a un rayonnement européen. On sait qu'au-delà des années 2025-2030, l'installation de nouveaux acteurs réduira au marché français sans pour autant réduire les volumes, puisqu'on l'a vu, la vente de véhicules électriques aujourd'hui dépasse le million à l'échelle européenne. Ouais, compensé. Et donc avec des nouvelles contraintes que je n'ai pas précisées sur les slides, mais des nouvelles contraintes réglementaires qui vont s'installer, comme le disait Manuel, il y a une nouvelle réglementation qui a été produite et qui a été votée il y a 15 jours, qui va nous obliger, en fait, aujourd'hui nous recyclons entre 63 et 65% d'une batterie lithium-ion, tout type confondu, en intégrant le véhicule électrique. Demain, 65%, ce sera le minimum que nous devrons obtenir, avec des taux de rendement nickel-cobalt à 90%, voire même 95% de ce qui sera entré dans notre process, qu'on devra régénérer, et avec un fort fléchage vers la purification pour pouvoir réintégrer dans la fabrication des nouvelles batteries. D'accord. Demain, c'est quand précisément? 2027. D'accord. Et donc les enjeux, pour juste un petit peu ouvrir un petit peu le débat, les enjeux demain, c'est de pouvoir identifier de manière plus concrète les différentes batteries de vélos électriques, notamment qui rentrent sur notre site, puisqu'il y a plusieurs types de chimie à l'intérieur. Donc pour maximiser les taux de recyclage, c'est évidemment de pouvoir mieux identifier au moment du démantèlement les batteries qui arrivent chez nous, et également de prendre en compte l'éco-conception pour favoriser le recyclage, le réemploi, mais également la réparation pour allonger les durées de vie et arrêter les consommations de ressources primaires. Des enjeux importants, on voit, majeurs. Merci pour cette présentation de vos activités. Qu'en est-il du matériel lui-même? Parce qu'on parle de beaucoup on a vu pour les batteries effectivement avec vous deux, mais on va voir avec vous, Vanessa Montagne, autour de la batterie, il y a toute la structure du matériel, du vélo, de la trottinette. Il s'agit là d'un de vos secteurs d'activité chez Écologique, qui est donc aussi un éco-organisme, et je vous laisse le présenter avec peut-être un zoom de vos activités sur le Grand Est. Oui, bien volontiers. Donc effectivement, donc Écologique, comme Screlec, donc est un éco-organisme qui est agréé depuis plus de 15 ans sur les équipements électriques et électroniques. Et donc avec des nouvelles filières qui se mettent en place suite à la loi anti-gaspillage et économie circulaire, la loi AGEC, qui a créé un certain nombre de nouvelles filières, dont la filière sport et loisirs, qui rejoint déjà la filière équipements électriques et électroniques, puisque dans le sport, on va avoir des vélos classiques, par exemple, qui sont donc filière sport, et puis des vélos assistance électrique qui vont être dans la filière équipement électrique et électronique.
Donc, en dehors donc, de ces deux filières, équipements électriques et puis articles de sport et loisirs, écologique est aussi agréé sur les articles de bricolage et jardins thermiques. Donc il y a encore un peu de thermique qui subsiste dans l'univers du bricolage, tout au moins, même si effectivement il y a la part belle aussi à la partie électrique sur ces équipements-là aujourd'hui. Donc ça, c'est une nouvelle filière, donc des nouvelles obligations, puisque qui dit filière responsabilité élargie du producteur dit des obligations pour les metteurs en marché de ces équipements. Donc là, on est encore dans la phase de pédagogie active, je vais le dire comme ça, auprès des metteurs en marché d'articles de sport et loisirs et puis de vélos assistance électrique, trottinettes électriques, pour leur expliquer quelles sont leurs obligations, donc financer le dispositif, comme on l'a vu tout à l'heure sur les piles et accumulateurs. Et puis il y a une autre obligation qui a démarré en janvier 2023, c'est la reprise en magasin, donc, qui existe, on le voit depuis plus de 20 ans sur les piles accumulateurs. Elle démarre sur la filière articles de sport et de loisirs. Donc les magasins ont l'obligation de reprendre les vélos assistance électrique, trottinettes, ballons, raquettes de leurs clients. Aux côtés donc des collectivités. Et puis je dirais la spécificité peut-être de cette filière par rapport aux autres filières qu'on va peut-être voir aussi avec les panneaux photovoltaïques tout à l'heure, c'est qu'on a comme interlocuteur nous le lieu de pratique sportive. Donc les clubs de sport, les clubs de cyclisme sont aussi des partenaires de collecte, ce qui est plutôt un peu une nouveauté dans le monde des éco-organismes. Oui, il faut aller chercher des nouveaux interlocuteurs. C'est ça, voilà, avec des problématiques un peu différentes de celles qu'on connaît en magasin ou en déchetterie. Donc sur la filière mobilité électrique, un peu moins de 900 000 vélos assistance électrique vendus pour 1,8 million de vélos classiques, sachant que les marchés vont pas tarder à se croiser, je pense, puisqu'on a une baisse très significative de la vente de vélos classiques au profit des vélos assistance électrique. Donc les spécialistes en conjecture prévoient qu'en 2030, on aura autant de vélos électriques que de vélos classiques. Maintenant, on verra à ce moment-là si c'est le cas ou pas, mais effectivement, encore beaucoup de batteries à recycler à l'avenir sans doute. Et sur les trottinettes, donc EDPM, engin de déplacement personnel motorisé, donc la partie électrique pareil, c'est à peu près 800 000 vendus cette année, et pour l'équivalent en équipement de déplacement personnel mécanique qui est du double, 1,5 million. Voilà. Et donc là aussi une grosse croissance avec des activités qui sont pas, des usages qui sont pas du tout les mêmes. On va être sur de la mobilité, du déplacement pour tout ce qui est équipement électrique, alors qu'on va être sur plus du sport sur la partie vélo classique ou trottinette classique. Alors, il y a heureusement encore peu d'équipements en fin de vie à collecter aujourd'hui, à recycler. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un marché récent. Donc, ce serait inquiétant si on avait déjà ces tonnes-là qui arrivaient en fin de vie. Donc, aujourd'hui, quasiment pas de vélo assistance électrique dans nos flux collectés. J'en ai vu 4 hier sur le centre de traitement. D'accord. Donc, on est... Même ceux qui sont aussi, vous savez, des vélos partagés. Alors voilà, mis à part les flottes, effectivement, des collectivités, ouais. où là où il y a un taux d'usure beaucoup plus fort, et puis des rotations de parcs. Mais pour ce qui est du vélo du particulier, c'est très très marginal aujourd'hui. En revanche, sur la trottinette, on a déjà des quantités significatives, que ce soit effectivement issu du free floating ou des particuliers. Donc, mais ça reste encore des petites quantités. Donc on est sur 200 tonnes, 200 à 400 tonnes collectées sur plusieurs milliers de tonnes mises en marché. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est au démarrage du dispositif de collecte et de recyclage sur ces équipements-là, avec un réseau qui s'appuie sur le réseau historique, donc des 8800 points de collecte sur le territoire. D'accord. J'avais une question, mais ça va peut-être venir après sur un peu le calendrier, parce que en février 2020, la loi AGEC, là, le début 2023, vous disiez la nouvelle REP. On voit quand même, malgré les volumes que vous évoquez, que c'est une énorme mise en place quand même, tout ça. On ne le décrète pas, c'était annoncé, mais voilà, quel est le calendrier un petit peu que vous prévoyez pour le déploiement sur le terrain ? Alors là, effectivement, l'année dernière, c'est une phase de mise en place du réseau. Bien sûr. Donc réseau de collecte en magasin, réseau de collecte en déchetterie,
de passer des appels d'offres avec les opérateurs de logistique et de traitement. Donc c'est toute cette phase-là de mise en place l'année dernière. Donc là, cette année, ce qui va nous occuper beaucoup, c'est la partie réparation. Donc ça, c'est un nouveau métier pour les éco-organismes. C'est vrai que jusqu'à présent, on nous demandait plutôt de s'occuper de la fin de vie d'équipement. Après, donc, nous a demandé de remonter un petit peu la chaîne avec ce qu'on appelle le réemploi, donc la revente d'occasion. Et maintenant, on nous demande aussi d'intervenir sur la partie réparation pour allonger la durée de vie des équipements avec des montants financiers très très significatifs qui sont prévus dans les textes réglementaires, donc un impact très fort sur la contribution. Et donc ça, c'est vraiment nouveau. Donc là, ça a démarré sur la partie vélo assistance électrique en fin d'année dernière. On va démarrer sur la partie plus sport, donc classique, je pense, d'ici la fin de cette année. Et donc la nouveauté, c'est que donc, quand un client voudra faire réparer son vélo assistance électrique, il s'adressera à un réparateur labellisé, qu'elle y répare pour l'instant sur la partie électrique et puis bonus répare sur la partie classique. Et donc il paiera moins cher sa réparation s'il fait appel à ce réparateur agréé. Donc par exemple sur un vélo, dès lors que la réparation atteint 120 €, il paiera 30 € de moins sur sa réparation. Donc c'est a priori plutôt incitatif. Oui, maintenant il faudra le tester pour voir si ça fonctionne vraiment, mais il y a un vrai enjeu, en tout cas un vrai changement de métier chez les éco-organismes, puisqu'historiquement notre métier c'était vraiment la partie collecte, recyclage, fin de vie, avec la mise en place des solutions. Beaucoup de nouvelles missions. Une nouvelle mission, voilà. Alors la mission historique en revanche, c'était donc de mettre en place le réseau. Donc là aujourd'hui on a 900 magasins sur la filière sport, 900 magasins, 1000 et quelques déchetteries partenaires, plusieurs centaines de lieux de pratique, et puis les acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque donc on a parlé rapidement de la partie réemploi. On en parlait ce matin, justement. Voilà, très bien. Donc la revente d'occasion, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont fortement positionnés sur ces équipements-là, parce qu'il y a une grosse appétence chez le sportif pour utiliser du matériel d'occasion. Voilà, donc ça c'est en place aujourd'hui, ça fonctionne bien. Et après en termes de traitement, vous l'avez vu sur les piles et accumulateurs, le principe est toujours un peu le même en matière de recyclage, c'est du broyage, la séparation des matériaux, mise en filière après des matériaux issus du traitement. Je dirais par contre, le travail que nous on aura à faire, c'est de faire évoluer les outils industriels existants qui n'ont pas l'habitude de traiter des articles de sport et de loisirs. Donc les outils industriels apprécient pas forcément le flux qui rentre quand on le teste sur un outil industriel existant. On a parfois des surprises. Donc voilà, donc il y aura de la R&D pour améliorer le traitement de ces articles. Voilà, donc le fonds réparation, je vous en ai parlé, avec donc l'incitation financière et l'accompagnement des opérateurs de la réparation, et puis l'enjeu de réemploi très fort sur cette filière-là. Est-ce que, pardon, vous l'avez peut-être dit, je vous fais peut-être répéter, est-ce que vous êtes le seul éco-organisme sur les articles de sport et de loisirs, ou vous êtes plusieurs, comme parfois dans certaines filières REP ? Sur la filière articles de sport et loisirs, on est le seul éco-organisme, effectivement. C'est vous qui devez déployer tout ça, uniquement. Oui, tout à fait. En revanche, sur la partie vélo assistance électrique, sur la partie équipement électrique, dans lequel on va retrouver le vélo assistance électrique et la trottinette électrique, il y a 2 éco-organismes, donc écologiques et écosystèmes, qui interviennent sur l'ensemble du territoire. Ok, merci à vous Vanessa Montagne. N'hésitez pas encore une fois à intervenir, on prendra un petit peu de distance tout à l'heure avec tout ça, voir sur les enjeux globaux. Je me tourne vers vous Bernard Laurent de chez NJ Green. On a vu qu'il fallait des solutions pour collecter, mais il va falloir aussi alimenter. Christophe Reif nous le disait tout à l'heure, les besoins en électricité vont aller croissant, on l'a bien vu. Il faut la produire, normalement ça marche. Vous n'avez rien à toucher normalement. Il faudra la produire, et si possible avec des énergies non fossiles, plutôt avec des énergies renouvelables, comme l'éolien, qui n'est pas très présent en Alsace, je crois, plutôt sur l'ouest, si j'ai compris, de la région. Alors il y a une idée reçue qui est que les éoliennes ne se recyclent pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'en est-il vraiment de ce secteur? Bonjour à tous. Ça fait beaucoup de questions, pardon. Oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai que l'Alsace n'est pas une terre éolienne, on va dire ça de manière
politiquement correct. Donc, on a vu la vision stratégique avec l'ADEME, qui a donné la cible. On a vu la vision en aval avec les gens qui sont chargés de recycler. Maintenant, effectivement, on a besoin de produire l'électricité pour faire tourner tout ça. Et donc, effectivement, les éoliennes sont un moyen très, très important et très vertueux de produire de l'électricité. Et le groupe Engie, qui est un des acteurs majeurs dans le domaine de la production d'électricité verte, a depuis longtemps travaillé sur ce que j'appelle la deuxième vie. Et on a essayé d'aller plus loin que le recyclage, parce que le recyclage, c'est fondamental, ça a été dit, il n'y a pas de débat. Mais on pense qu'on doit évoluer vers une circularité verte, qui est quand même encore plus vertueuse. C'est l'étape Alors, suivante. le contexte est effectivement très favorable. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un consensus national pour dire qu'il faut absolument réduire l'empreinte carbone, y compris des filières qu'on estime vertueuses. Donc ça pousse évidemment au recyclage et au reconditionnement. Il y a un cadre réglementaire. Tout le monde ne le sait pas, mais on est ICPE depuis 2011. On n'a pas bien compris pourquoi, mais on est depuis 2011. Et une loi récente nous oblige à avoir des objectifs très élevés en matière de recyclage. On est à 90% en juillet 2022 et 95% en 2024. Donc là, c'est ambitieux. Donc c'est complètement contre l'idée reçue. Exactement. Qu'est-ce qui explique que ça se dise encore, que ça se recycle mal ? Alors peut-être, je pense que la filière a sa part de responsabilité. On n'a pas assez communiqué là-dessus. Quand on construit une éolienne, on a des obligations de démantèlement très fortes inscrites dans la loi, le mât, les fondations, les câbles à proximité. Je pense qu'on a simplement mal communiqué et c'est important qu'à cette occasion-là, on puisse le dire. Alors, redisons-le. Les pouvoirs publics nous soutiennent puisque maintenant on peut candidater à des appels d'offres de l'État avec des machines d'occasion, ce qui n'était pas le cas avant. Les machines neuves sont très chères, très très chères, donc les machines d'occasion vont prendre de l'intérêt. Il y a un gros flux de machines qui va arriver parce que les premiers parcs historiques, c'est 2003-2005. Donc on arrive au bout des 15 ans, 20 ans. Donc il y a 200, 300, 400, 500, 1000 turbines qui vont arriver en fin de vie, qu'il faudra bien effectivement traiter, soit recycler, soit réutiliser. Et puis les grands fournisseurs ont compris que c'est bien de vendre des machines, mais si on ne s'occupe pas de la prévente et de comment on fait après, il y a un problème. Donc ces grands fournisseurs nous aident également à réfléchir. Alors, les choix, quand une turbine arrive en fin de vie, il y a 3 choix. Le recyclage, on l'a dit, effectivement. Les premiers parcs éoliens 2003-2005, les gros parcs, avec notamment quelques parcs références en Lorraine. Donc, premier démontage, c'est maintenant, puisque la durée de vie, c'est 15, 20 ans, 25 ans. Donc, c'est maintenant qu'on est confronté à... Pas encore de recul. Voilà, à ce démantèlement. Donc la filière qui a démarré mais qui doit se structurer, bien sûr autour de grands acteurs comme Suez ou d'autres évidemment. Et puis quand même je tenais à souligner l'initiative Champagne-Ardennaise mais qui est intéressante, c'est l'AD3R, qui est une association qui est unique en Europe, qui travaille sur ces thématiques de recyclage et de reconditionnement. Ils sont basés à Châlons-en-Champagne et je trouve que c'est intéressant de souligner ces initiatives. Bien sûr, les grands groupes seront moteurs, mais il y a besoin de relais locaux. Et c'est très important. Donc, ils ont déjà une structure pour accueillir le recyclage. Ils réfléchissent. Alors, ils ne sont pas forcément dans le fait de recycler, mais ils réfléchissent dans comment on place des filières, comment on recrute, etc. Okay. Les résultats sont bons, puisque, j'ai cité quelques chiffres, on est à 95% de taux de recyclage sur les chantiers récents. C'est très bon sur le béton et les matériaux. Sur les pales, c'est moins bon, c'est clair. Et puis, on a développé, au-delà du recyclage, des filières d'usage. Alors, j'ai mis quelques photos. Il y a du mobilier, maintenant, qui est fait à partir de pales. Et puis, il y a des abris à vélo, je trouve, assez sympas, sur la droite, là, qui sont très sympas. Et ça se développe. Là aussi, l'objectif, c'est de mettre en place des filières françaises, parce que malheureusement, aujourd'hui, ça se passe au Portugal et en Espagne. C'est quand même très dommage qu'on n'ait pas de filière en France. C'est, entre guillemets, question un peu... Mais c'est anecdotique, ça ? Oui. Ou c'est un vrai débouché, si je puis dire ? Aujourd'hui, c'est anecdotique, il faut le dire. La raison, notamment, c'est parce que les principaux fabricants sont au Portugal. Et on est en train de travailler avec de nombreux acteurs, mettre en place des filières beaucoup plus structurées. Parce qu'il faut des cabinets de design, il faut des cabinets de fabrication, etc. C'est du travail. Donc, mais les idées, sont là. Ok. Une fois qu'on a vu le recyclage, qui est encore une fois un peu
la base, on se doit d'être plus ambitieux. Parce qu'on est une filière verte, on se doit d'être plus ambitieux. Et donc aujourd'hui, on travaille sur 2 pistes. D'abord, l'extension de durée de vie. Les machines ont été conçues au départ pour durer environ 20 ans. Et maintenant, assez facilement, on ambitionne de les faire durer 25 ans, 30 ans, voire un petit peu plus, ce qui évidemment renforce le bilan global écologique de la mise en place, puisque vous amortissez tout ce que vous avez fait sur une durée beaucoup plus longue. Question un peu bête, mais ça veut dire que ce sont les nouvelles qui sortent aujourd'hui sur le marché qui ont une durée de vie plus longue, ou ça veut dire que notre capacité technique, par exemple de réparation ou d'intervention sur les actuelles, peut les faire durer plus longtemps? Ça veut dire que lorsqu'on a lancé les très gros projets 2003-2005, on avait été assez prudent et raisonnable en disant que ça va durer 20 ans. On constate que les machines ont une durée de vie beaucoup plus longue, d'abord parce qu'elles se réparent, que les fondations, ça tient, que les mâts, ça tient. Et donc on arrive par des études assez intéressantes menées par des cabinets externes à dire que ça peut durer jusqu'à 30 ans. Donc c'est bien les machines existantes. D'accord. Et puis des originalités, c'est-à-dire que la machine étant en place, on démonte les pales actuelles, on en met des plus grandes, ce qui fait que la machine repart pour 10, 15, 20 ans en produisant beaucoup plus que ce qu'elle produisait. Deuxième marché, c'est les machines d'occasion. Là aussi, des projets existent où on fait des projets neufs à partir des machines démontées en France ou en Europe. Nous, on a un projet qui est très avancé. L'idée, c'est bien de réutiliser, d'avoir du réemploi. Là, c'est vraiment formidable parce que, en termes de bilan carbone et d'impact sur la planète, effectivement, faire des projets neufs avec des machines d'occasion, c'est parfait. On a fait quelques études de bilan carbone, c'est parfait. Et nous, on a au moins 1, voire 2 projets qui sont assez proches d'arriver en phase finale de décision. Pour terminer, les leviers pour aller encore plus vite et plus fort en matière de recyclage et de réemploi, bon, il faut quand même un marché structuré du recyclage et de l'occasion. Ça démarre, notamment l'occasion, où c'est très compliqué, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de bons coins de l'occasion, où il y en a, mais c'est des toutes petites structures. Il faut aller plus fort et plus vite. Il faut travailler sur l'éco-conception. Là, ce n'est pas pour les machines anciennes, mais c'est pour les nouvelles, avec des solutions très originales, notamment pour les mâts qui sont en bas carbone, voire en bois. Il y a des mâts en bois qui existent. Et puis des pales. Vous avez compris qu'on n'était pas au top en matière de recyclage de pales. Il y a des projets beaucoup plus récents qui permettent d'avoir des pales entièrement recyclables. On travaille sur la mise en place de critères environnementaux dans les schémas de décision. On ne doit pas avoir uniquement un bilan financier favorable, on doit aussi valoriser les gains environnementaux. Donc là, il faut trouver des idées, mais on y travaille. Et puis, on se dit que lorsqu'on répond à un appel d'offres avec des machines d'occasion, on devrait avoir un premium, parce qu'on a un impact environnemental beaucoup plus faible. Et donc, c'est important. Et dernier point. Aujourd'hui, la loi le permet. Non, la loi ne le permet pas. La loi nous permet de candidater à des appels d'offres, mais on n'a pas une solution, on n'a pas un avantage concurrentiel. Avant, on n'avait pas le droit de le faire. Maintenant, on a le droit, ce qui est bien, mais on n'a pas un avantage. Et dernier point, on milite pour que dans les processus de construction neuve, il y ait un minimum, un taux minimal de réemploi. C'est-à-dire que certes, la machine peut être neuve, mais on doit pouvoir imposer que dedans, il y a des composants qui ont déjà été revampés, retravaillés, et qu'on n'est pas uniquement dans les machines neuves. Avec ces 5 leviers-là, on pense qu'on peut vraiment atteindre des objectifs très élevés en matière de recyclage et de réemploi. Ce que vous disiez tout à l'heure, aller au-delà du recyclage, aller dans une économie plus verte. Petite question, mais c'est l'argument économique et financier ou l'argument environnemental qui prime quand on veut développer l'occasion dans ce domaine-là? Je pense que si on veut être dans la durée efficacement, il faut les deux. C'est-à-dire que si vous faites uniquement un critère environnemental, c'est quand même très compliqué dans la durée de maintenir la filière. Et si vous faites qu'un critère financier, vous êtes à côté de la plaque, puisque tout notre écosystème attend beaucoup plus de grands groupes comme nous. Donc il faut trouver un équilibre. C'est un peu long parce qu'il faut de nouvelles filières, donc ça prend un petit peu de temps, mais il faut dans la durée viser un gain économique et un gain environnemental. Sinon ça ne tient pas. Et vous me disiez, ces pales d'occasion peuvent aussi servir à alimenter des parcs qui n'auraient pas pu voir le jour, peut-être, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que les parcs faiblement vantés, qui ont du mal à avoir une économie permettant de mettre en place des machines neuves qui coûtent relativement cher,
Nous, on a un projet où on arrive à atteindre la rentabilité demandée par le groupe Engie parce qu'on a des machines d'occasion qui coûtent effectivement moins cher. Alors, bien sûr, on les retravaille, hein, mais ça permet effectivement de faire sortir des projets dans des zones pour lesquelles on ne serait jamais arrivé avec des machines neuves. Ok, merci. Tout est bon à prendre, j'imagine. On va voir comment ça se passe du côté d'une autre énergie renouvelable, le solaire, qui est aussi une énergie, une filière jeune, la filière du recyclage du solaire. Avec vous, Anaïs Guabo, de chez Soren. J'imagine, on va voir, il y a des enjeux qui vont se retrouver, se recouper un petit peu, mais dites-nous ce qu'il en est plus précisément dans le solaire. Oui. Normalement, ça marche. Ils vont monter le son. Oui, ça marche. Allez-y. Merci. Donc effectivement, Soren est également un éco-organisme, le troisième sur cette table ronde. On voit toute la palette. On est agréé depuis 2015, donc c'est une filière jeune, donc qui a le même principe que tous les autres éco-organismes, donc avec une reprise sans frais des panneaux photovoltaïques, quelle que soit la marque, quelle que soit la technologie des panneaux et également quelle que soit l'année de mise sur le marché. C'est pas parce que les panneaux n'ont pas supporté l'éco-contribution, donc qui sert à financer la collecte et le recyclage actuellement, qu'on se retrouve avec le panneau sur les bras. Donc on reprend tous les panneaux photovoltaïques, que ça soit en métropole et également dans les dom-toms. Donc le détenteur n'a pas à participer au coût de reprise. Il a juste à sa charge le démontage du panneau, que ce soit sur un toit ou dans une centrale photovoltaïque, et de mettre ça, on va le voir. On va avoir deux modalités de collecte. Quand les volumes sont inférieurs à moins de 40 panneaux, le détenteur peut aller les déposer sans frais sur un de nos points d'apport volontaire. Donc on en a à peu près 300 en France, donc ils vont être en particulier des distributeurs. On a fait le choix, en fait, de par la typologie de produits que sont les panneaux photovoltaïques, de s'adresser non pas vers les collectivités pour la collecte, puisque rarement, même si on a un panneau sur son toit, on va rarement aller le démonter soi-même et se retrouver avec le panneau dans les bras. Et donc on travaille avec les installateurs notamment pour collecter ces panneaux usagés. Donc dans les volumes de moins de 40 panneaux, qui représentent en soi un petit flux. Et le plus gros des volumes qu'on collecte va se faire directement sur site, donc quand il y a plus de 40 panneaux, avec notamment une adaptation en termes logistiques sur de la collecte de quelques panneaux avec par exemple de la maintenance. Et également, on voit depuis quelques années des projets beaucoup plus gros, avec de 700, 800, 900 tonnes à aller collecter au même endroit sur un temps restreint. Donc on a une adaptation nécessaire à faire sur ce gisement particulier que sont les panneaux photovoltaïques. Et on voit qu'on n'est qu'au début du chemin avec la belle courbe. une typologie de produits forcément qui est particulière, avec une durée de vie importante, 20, 25, 30 ans, et également des mises sur le marché qui sont en ce moment aux alentours de 200 000 tonnes. Donc on voit qu'au fur et à mesure, les milliers de tonnes qu'on collecte actuellement amorcent la filière et les centres de traitement qui voient le jour. Mais on a aussi à se dire qu'à l'échelle française et européenne, qu'on va avoir une vague de panneaux photovoltaïques à prendre en charge. Et donc, il faut s'y préparer dès maintenant. Donc, on a fait le choix de partir sur plusieurs procédés de traitement, puisqu'actuellement, il n'existe pas, même à l'échelle mondiale, de solutions toutes faites, éprouvées, avec un retour d'expérience de plusieurs années, puisque de par la typologie de ce produit, les panneaux photovoltaïques,
les tonnages à recycler arrivent tout juste. Et donc, il faut s'adapter à ce nouveau produit. Donc, on va utiliser certains centres de traitement du broyage, avec une opération de décadrage, de prédémantèlement. Donc, on va enlever le cadre en aluminium, le boîtier de jonction, le câble, et ensuite broyer le laminé pour extraire différentes fractions avec des jeux de séparation aérolique, courant de Foucault, tri densimétrique, pour collecter différentes fractions avec des granulométries différentes qui vont pouvoir du coup séparer notamment le verre qui représente quasiment 70% du poids d'un panneau photovoltaïque, et tout ce qui est également constitutif d'une cellule photovoltaïque, donc avec le silicium, l'argent et le cuivre, qui ont des valeurs en tant que matière. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de partir sur des procédés plus innovants en termes de recyclage pour essayer d'aller capter cette valeur matière. Donc on va être sur de la délamination par lame chaude, donc on ne va plus broyer le panneau, mais le découper comme un sandwich, puisque le panneau photovoltaïque, c'est une succession de couches. Et donc l'idée, ça va aller d'être de racler en fait le long de la vitre pour avoir d'un côté le verre plat et de l'autre les cellules photovoltaïques, et d'aller sur ces cellules photovoltaïques chercher donc, par un procédé thermique d'exclure la partie arrière qui va comporter des polymères, et ensuite d'aller chercher par chimie douce le cuivre, le silicium et les fils d'argent pour avoir une plus haute pureté sur ces valeurs, sur ces matières-là. Donc j'avais mis les liens, mais vous pouvez les retrouver. Il y a eu des reportages de TF1 et de France 2 aux 20h sur justement cette technique-là de recyclage, puisque c'est des centres qui viennent d'ouvrir soit la fin d'année dernière, et même un sur la chimie douce Rosy Solar qui a été inauguré hier. D'accord. Donc même un peu question tout à l'heure que pour Arnaud Choub, là c'est vraiment plutôt des panneaux que vous recevez du marché français ou d'un peu partout, enfin, alors en tant qu'éco-organisme, c'est que français. Ouais, c'est ça. On va prendre en charge l'éco-participation ne permet que de financer la collecte et le recyclage des panneaux mis sur le marché en France. Effectivement, après, si les centres de traitement veulent s'approvisionner avec d'autres panneaux, d'ailleurs. Et plutôt dans l'autre sens, alors, vos débouchés sont plutôt dans des usines françaises. Oui, c'est ça. Le but, c'est de développer, en même temps que la hausse des volumes qu'on a pu voir précédemment, de développer le maillage sur le territoire français, notamment au sud de la Loire, puisque la majorité des panneaux sont installés là. Donc, c'est l'idée, au fur et à mesure, de se rapprocher des gisements. Donc c'est aussi l'objet, le procédé de délamination par lame chaude est proche de Bordeaux. Donc l'idée, c'est de se rapprocher des gisements pour limiter aussi l'impact de la collecte sur la fin de vie des panneaux. Oui, parce que le transport a aussi est pas indolore complètement de gros matériel comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une part qui peut être plus ou moins importante en fonction de la localisation des gisements à aller collecter. Et donc, en tant qu'éco-organisme, on se doit aussi de faire prévaloir le principe de proximité. C'est un de nos critères aussi dans les appels d'offres, de prendre en compte à la fois les coûts de traitement, les recettes matières issues des procédés de recyclage, et également l'impact transport. Qui est vraiment pris comme un tout. Merci. Vous vouliez faire un point sur les enjeux de votre filière, peut-être ? Oui, on va être donc sur, comme un peu les éoliennes, sur
des idées reçues sur le fait que les panneaux photovoltaïques ne se recycleraient pas. Donc ça se recycle. Bien, on voit bien. Ça se valorise à hauteur de 94% sur les panneaux photovoltaïques, voilà, silicium cristallin, avec, comme je vous le disais, voilà, une part... la part la plus importante qui va être sur du verre, et ensuite d'autres fractions qui, même comme on parlait des fils d'argent, vont ne représenter que moins d'1% du poids, mais plus de 15% de la valeur en fait. Et donc il y a un intérêt à aller chercher ces fractions-là qui sont difficiles en fait d'accès dans le produit en lui-même. On évoquait le concept de mine urbaine. Il y aura nécessairement une tension en fait au niveau mondial sur l'argent notamment et le cuivre. Et si on veut continuer à fabriquer de nouveaux panneaux, il faut aussi avoir cet argent notamment. D'accord. Et donc en parallèle de cette activité de développement de la filière du recyclage, on s'attelle également à développer et à cadrer la filière du réemploi sur les panneaux photovoltaïques, notamment afin de garantir à la fois la sécurité en fait, du bien des personnes, puisque de mettre un panneau de seconde vie sur son toit. Le but, voilà, c'est qu'il y ait de la sécurité. Il y a forcément de la sécurité en jeu, également de la durabilité et de la performance. Donc on est en train de monter un groupe de travail en fait, en réunissant tous les acteurs de la filière pour les mettre autour de la table afin de définir des critères techniques qui permettent de se dire sous quels critères et de quel test va en découler pour apporter une garantie à l'acheteur futur sur le panneau de seconde vie. Donc c'est notre actualité de cette année et des années à venir. C'est aussi une exigence de traçabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il faudra tracer chaque partie qui pourra être réemployée ou pas? Réemployer, donc ça, c'est vraiment le panneau en lui-même, et donc de ne pas apporter de réparation. On est vraiment sur le réemploi, et donc de tester un panneau et de s'assurer notamment tout ce qui peut être micro-fissures. Enfin, un panneau peut être à l'œil nu, paraître bon, mais on ne peut pas se cantonner à juste un test visuel. Donc le but, c'est de définir tous les critères qui soient également économiquement viables pour développer une filière du réemploi, pour assurer cette triple garantie à l'acheteur de seconde vie. Merci beaucoup, Anaïs Guabo. Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, le client que je suis, on se connaît un peu, quelques liens. Deux choses. D'abord, le PV se développe beaucoup dans le nord, et donc certes, historiquement, c'était le sud, mais on a, nous, 3 projets en Alsace. Alors, pour une fois, l'Alsace, il y a des projets photovoltaïques. Donc il faut avoir en tête que le curseur remonte et que le nord devient quand même maintenant une zone assez importante. Et deuxième point, le client qu'on est a vraiment une demande. Si vous pouvez nous aider à assurer le chargement, ça nous aiderait. Parce que sur beaucoup de sites, il n'y a pas de transpalette, il n'y a rien. Et à chaque fois, on est très embêté. Donc si vous pouvez élargir votre offre en permettant le chargement des modules qui sont sur palette, c'est un vrai plus. On est très embêté. Effectivement, alors on a des centres de traitement actuellement dans le nord de la France, donc il n'y a pas de souci là-dessus, et effectivement le maillage se fait. On a déjà eu des gros chantiers, y compris dans le nord, même avant dans le sud. Donc, et en termes de chargement, effectivement, il y a ce qui est pris en charge par l'éco-participation, qui, réglementairement parlant, en fait, se fait à partir du moment où c'est dans le camion. On peut pas, l'éco-participation ne peut pas prendre en charge plus que ça. Après qu'on développe effectivement, potentiellement, en plus de ce qu'on fait déjà, de mettre à disposition sur facturation un chariot élévateur,
d'aller aussi sur le chargement en lui-même. Ça pourrait être effectivement une piste. Il y a encore des étapes à développer, on voit bien, et peut-être que vous discuterez encore après. Merci beaucoup Anaïs Gouabeau. Christophe Reif, nous revenons vers vous du côté de l'ADEME, et après on ira sur le plan de la formation évidemment, qui sera le dernier maillon. Du côté de l'ADEME, vous avez des dispositifs en place actuellement pour encourager aussi ces filières et puis davantage d'économie circulaire, on l'a vu, mais quels sont les grands dispositifs? Alors, le plus gros dispositif, c'est le dispositif dans le cadre de France 2030, les anciens investissements d'avenir, qui vise plutôt l'innovation dans l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation de matériaux. On appelle ça le RRR, le RE. Alors, ça couvre la conception des produits, la collecte et le tri des déchets, parce que quand on est sur des nouveaux matériaux, ça ne se collecte pas de la même manière, le tri ne se fait pas du tout pareil. La séparation des matières, on a bien vu l'évolution des choix technologiques du broyage vers le délaminage par lame chaude, et la réincorporation aussi, parce qu'une fois qu'on a les produits, pour les industriels, il a une forme différente, il peut être aussi sous une forme chimique différente, donc et puis une qualité, parce qu'on perd aussi, il peut y avoir des impuretés, on n'est pas à 100% de produits la plupart du temps, donc réincorporer ce type de matériaux, c'est compliqué pour l'industriel. C'est l'intérêt de cet appel à projet France 2030, qui, alors là, va malheureusement se termine dans quelques jours, le 30 juin, mais c'est pas l'arrêt de France 2030, donc je ne connais pas encore l'appel à projet qui va revenir derrière. Mais voilà, il a été pendant 2 ans le fer de lance pour travailler sur l'innovation du recyclage. D'accord. Et dans la troupe, aujourd'hui, on a maintenant le Fonds économie circulaire déchets, qui est un des 2 grands fonds de l'ADEME avec le Fonds Chaleur, qui, au travers d'un dispositif qui s'appelle Ormat, qu'on connaissait sous le nom d'Orplast, qui était vraiment ciblé résine et plastique, il s'est étendu depuis cette année à différents matériaux. Il se dessine à financer les préparateurs, les générateurs, les transformateurs, ceux qui reconditionnent ou manufacturent des batteries, parce que du coup, aujourd'hui, on a vu l'enjeu de l'électrification est important, donc il apparaît spécifiquement ce sujet des batteries dans ce dispositif, qui doit permettre en fait de financer les projets où il n'y a plus de recherche. Il faut maintenant avoir de la capacité de traitement. Donc Ormat est là pour ça. Il cible 6 matériaux, plastique, composite et élastomère, textile, les métaux, dont les métaux des batteries, le bois, papier, carton et les verres et les matériaux minéraux. 2 axes, un axe études, tests, diagnostic, d'expérimentation de mise en œuvre, et puis bien entendu un axe investissement pour aider sur des pourcentages d'aide aux études. Je vous ai mis les liens vers les dispositifs si vous voulez postuler. Celui-là, il court tout au long de l'année 2023 et 2024. Donc il y a encore temps, et je vois que certains prennent des notes, c'est parfait, ça va créer des liens et des passerelles. Merci beaucoup Christophe Reif. On vient à vous Hugues Babst, merci de votre patience, et effectivement c'est pas le dernier, mais un maillon final ou celui du début, qui est la formation, parce qu'on va y avoir plein de nouvelles filières, une nouvelle économie, mais ça sous-entend aussi des nouveaux métiers qu'il faut former. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la main-d'œuvre nécessaire? Fédérec développe notamment une école du recyclage toute récente. Vous allez nous en parler, mais je pense que dans un premier temps, vous voulez peut-être parler de Fédérec que vous représentez dans l'Est. Oui, je vous remercie. Je vais effectivement vous parler un petit peu de l'actualité de Fédérec avec la création de l'école nationale du recyclage et de la ressource. Et de la jeunesse du projet également, mais en quelques mots simplement de représenter qui est Fédérec. Fédérec, c'est la fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Donc ça regroupe un grand nombre d'entreprises acteurs sur le recyclage depuis 1945. On regroupe 1200 entreprises qui vont de la TPE en passant par la PME, le TI jusqu'à la multinationale. Les adhérents de Fédérec sont Suez, Veolia, Paprec pour les plus gros, dont les métiers regroupent l'activité de collecte, de préparation, de traitement, jusqu'au traitement du déchet, le négoce de tout ce qui est matière en vue du recyclage. Il y a plusieurs missions au sein de Fédérec, il y en a 5. La première, c'est de représenter et de défendre les intérêts de tous les adhérents de la fédération auprès des pouvoirs publics, de pouvoir faire entendre notre voix, de promouvoir et valoriser les métiers du recyclage. Alors, le recyclage, ça ne date pas d'hier, hein. On en parle maintenant depuis quelques années de manière un peu plus insistante.
mais le recyclage existe depuis très très longtemps. À côté de mes fonctions chez Federec, je travaille aussi pour une entreprise de recyclage qui s'appelle Schroll. Notre métier, c'est le recyclage et la valorisation des papiers cartons, et notre entreprise date de 1892. Donc le modèle du recyclage est quelque chose qui existe depuis très longtemps maintenant. Donc voilà, et puis de dépoussiérer un petit peu l'image qu'on peut avoir et de la rendre plus professionnelle et industrielle. Et d'accompagner également le développement de tout ce qui se passe sur le monde et dans le monde du recyclage. C'est également d'accompagner les adhérents sur plusieurs volets, puisque comme je vous l'ai dit au préalable, ça représente et ça regroupe des entreprises de toute taille, notamment des très petites, qu'il ne faut pas négliger non plus, puisque ce sont des acteurs et des maillons importants dans toute la chaîne. Et ces entreprises ont besoin de soutien et d'accompagnement en termes de fiscalité, de certification, dialogue social, réglementaire, voilà, j'en passe, la sécurité. D'animer le réseau également. Et on a effectivement également une convention collective et donc de négocier tous les accords qui peuvent passer par cette convention. D'accord. Voilà, dans les grandes lignes par rapport à Federec. On est organisé de la manière suivante. On a donc un siège à Paris, un siège national, et ensuite 8 syndicats régionaux. Donc je représente le syndicat de l'Est. Oui. Que j'avais oublié de mentionner. Je ne veux pas voler la vedette à notre président. Le syndicat de l'Est, 8 syndicats régionaux, et on est ensuite aussi organisé en branches, des branches plus métiers, par exemple papier carton, D3E, VHU, ferraille métaux, plastique et j'en passe, et j'en oublie. Donc voilà, avec une représentation régionale qui regroupe par contre l'intégralité des métiers. Donc j'en reviens à l'objet de la présentation. Federec a créé, il y a peu de temps, l'inauguration a eu lieu au mois d'avril 2023, une école, l'école nationale du recyclage et de la ressource. Cette école, elle est née de plusieurs constats, déjà du souhait du président et des élus de créer une école pour pouvoir prodiguer des formations sur les territoires. Les entreprises qu'on représente sont sur l'ensemble du territoire français et disséminées sur tout le territoire. Et on est parti d'un constat, c'est que le secteur du recyclage se développe. Ça se voit par le biais de toutes les présentations qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et là également, on voit qu'il y a des besoins croissants en compétences, et non pas seulement en compétences, mais aussi en termes de volumétrie de personnel. On le voit aussi, on est confronté, nous, tous les jours, à cette difficulté à pouvoir recruter du personnel, à retrouver du personnel qualifié sur des métiers qui sont, pour certains, complètement nouveaux. Oui. Et donc, on s'est dit, quelle est la meilleure manière pour nous d'aborder un petit peu ce point-là. On est aussi poussé par les pouvoirs publics qui attendent de notre profession des engagements en termes d'emploi. On a été qualifié lors de la crise sanitaire d'entreprise essentielle. Donc, pour que la collecte des déchets puisse se poursuivre, même dans un contexte de crise et de difficultés. Et puis, aussi, là encore, pour rebondir sur ce qui a été dit, des innovations techniques. Donc, on a des produits de plus en plus complexes qu'on a dans les mains, pour lesquels il faut pouvoir être formé pour pouvoir les démanteler, les collecter, là aussi. Et puis, on investit dans des process de collecte, de tri de plus en plus pointus, qui nécessitent là aussi des compétences, tant en termes de prise en main que de maintenance. On y reviendra par la suite. Et on a également des organismes de formation et des partenaires qui sont prêts à accompagner le projet. Donc, on a fait un constat, on a fait une étude prospective de la branche. D'ici à 2030, les besoins en recrutement seront de l'ordre de 16 000 postes, la moitié pour de l'accroissement, donc du recrutement complémentaire. Et pour le reste, c'est des remplacements en départ en retraite. La présentation est un peu plus exhaustive. Ça passe par toutes les strates de l'entreprise, sur de l'exploitation, le transport, les fonctions commerciales, le QSE qui est très important aussi, avec des compétences qu'on a clairement identifiées et qui nous ont fait poser cette question de dire de quelle manière on peut répondre nous-mêmes à cette problématique pour justement pouvoir aider à progresser et aider les entreprises. Donc les objectifs, c'est de proposer une offre globale aux entreprises du secteur sur la totalité de nos métiers. Tout
tout en se concentrant quand même au départ sur certains pans très particuliers, parce qu'on ne peut pas se diversifier et se disperser, on ne peut pas tout faire d'un coup, surtout à la naissance d'une école. Mais bon, on s'est rendu compte qu'il y a besoin de faire monter en compétences nos salariés. On a des salariés sur certains postes où il y a très peu de qualifications, mais qui ont la volonté, qui ont les compétences de pouvoir évoluer également, et de se dire on va miser sur ces gens-là et essayer de les faire évoluer au sein de l'entreprise. On a des métiers très basiques pour certains, mais qui néanmoins, on a des gens qui ont cette capacité-là à pouvoir progresser. Pour les entreprises, d'avoir la possibilité de pouvoir former nos personnels en local, de ne pas avoir besoin d'aller faire beaucoup de distance, passer du temps à l'extérieur pour justement pouvoir aller se former, d'avoir une individualisation de la formation des salariés. Pardon ? Ah pardon, c'est derrière, excusez-moi. Oui, ça commence à être des bruits de fin de salon. Excusez-moi. On va continuer néanmoins. On se rend compte aussi que chacun dans nos entreprises, on a certaines pratiques qui peuvent être partagées et qui peuvent permettre à tout le monde d'évoluer aussi, et donc par ce biais-là aussi de transmettre ces bonnes pratiques, favoriser l'alternance dans le métier, là aussi d'associer la formation continue à une formation sur le terrain est très intéressante. De créer des certifications, là encore, pour des personnels non qualifiés, de leur permettre d'accéder à des qualifications et de pouvoir permettre d'accéder à des CQP, et l'innovation et l'expérimentation pédagogique également. Pour ce faire, FEDEREC a créé un partenariat avec l'AFPA, avec un site national qui est à Lille, à côté de Lille, à Lomme, qui est la première entité, la première école de ce type-là, où on a un plateau mobile, des formateurs, des experts itinérants, et on s'est appuyé sur l'AFPA, là aussi pour pouvoir étendre ce réseau-là et pour justement pouvoir répondre à cette problématique de proximité. Sachant que ce n'est pas l'AFPA en tant que tel qui dispensera les formations, pas forcément, mais j'y reviendrai par la suite, mais on s'appuie sur le réseau de l'AFPA. Il y a 116 villages AFPA au travers de la France qui pourront soit être en capacité de répondre aux besoins des entreprises, soit de pouvoir accueillir les plateaux. Il y a aussi au sein de nos entreprises de pouvoir permettre aussi à ces formateurs de venir, de se former sur certains chantiers, si les entreprises en sont d'accord, pour pouvoir justement faire ces formations-là. Je passe sur cette diapo. Donc, le 3 avril, inauguration de l'école, 160 personnes en présence de Xavier Bertrand et d'autres députés et sénateurs également. Donc on est très fiers d'avoir été accompagnés pour ce projet-là. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on a identifié, pour commencer, comme je vous le disais, on ne peut pas être exhaustif tout de suite, et il a fallu cibler dès le départ certains champs très particuliers. On a identifié 4 domaines prioritaires pour la formation qu'on a identifiés, nous, pour nos métiers. Est-ce que ce sont ceux qui sont le plus en tension ? Alors, pas forcément. Ce sont ceux qui sont en tension, et en termes de quantité qui sont le plus en tension, oui, effectivement. Et qui ont été identifiés comme stratégiques aussi dans l'évolution de nos métiers. La première, c'est la découverte du secteur et la connaissance des matières et des filières, puisqu'effectivement, c'est un secteur qui est potentiellement méconnu. Oui. Et donc, il faut faire connaître ce secteur. C'est extrêmement vaste. Donc, c'est pour commencer, pour les novices, de pouvoir découvrir le secteur. Il y a énormément d'enjeux. On le voit. L'organisation est très importante aussi. C'est l'inscription dans l'économie circulaire, dont on parle beaucoup. C'est la connaissance de tous filières et matières. Les filières et matières, j'en ai évoqué certaines. Ça peut être le bois, ça peut être le CSR, ça peut être les D3E, les ferrailles et métaux, et j'en passe. La gestion administrative des filières de recyclage. Les éco-organismes qui sont ici présents le savent bien. La gestion des déchets, la traçabilité. Ils approuvent apparemment. Tout à fait, mais notre métier a besoin de traçabilité. On a besoin d'avoir tous ces éléments-là pour vraiment pouvoir démontrer la vertuosité voici c'est un nouveau mot, de nos filières. Là encore, la technicité
de toutes ces filières-là qui se montent demandent justement des compétences et une certaine expertise, que ce soit au niveau des REP, au niveau des organisations des marchés, quand on parle de transfert transfrontalier de déchets également, puisque le traitement des déchets peut se faire au niveau national. Maintenant, on sait très bien que le marché du déchet est européen, voire international. Donc on a besoin d'avoir des compétences en termes de réglementation pour justement respecter toutes les bonnes pratiques. Pour les contractualisations aussi, j'imagine. Pour les contractualisations également, oui, tout à fait. Et en termes de QSE, donc on a un cadre réglementaire qui s'impose à nous. On est ICPE pour la plupart de nos exploitations, donc un cadre réglementaire qui est très strict. En termes de sécurité des travailleurs, d'environnement, là encore, les partages de bonnes pratiques, puis surveillance ICPE qui est primordial. Le deuxième domaine concerne en tant que tel l'outil de production. L'outil de production et la sécurité, mais l'outil de production, donc quand on est sur des chantiers de recyclage, on a un certain nombre de matériels, des matériels de manutention, des pelles, des broyeurs, vous avez pu en parler, des presses à balles, des tris automatiques. On pousse aujourd'hui le tri tellement loin qu'on s'équipe aujourd'hui, on investit massivement dans des outils de tri automatiques également, qui demandent là aussi une prise en main et des capacités et des compétences de plus en plus pointues. Donc ça fait partie de ces métiers-là qui sont aujourd'hui en tension. Aujourd'hui, on a énormément de difficultés à trouver des conducteurs d'engins, à trouver des conducteurs de camions, des conducteurs de poids lourds. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir trouver ces compétences-là. Les conducteurs de chariots élévateurs, ça devient très difficile à trouver. On a un module aussi incendie qui est très prégnant, puisque aujourd'hui on a une problématique sur nos exploitations qui est très importante, c'est l'incendie. C'est le risque le plus important aujourd'hui qu'on peut vivre, avec de grosses difficultés aujourd'hui à trouver des assureurs pour assurer nos professions, puisqu'on a régulièrement des incendies, malheureusement, qu'on essaye de maîtriser. Et là encore, le fait de former nos équipes à ce risque permet de les minimiser. Le troisième domaine, c'est la maintenance, qui découle de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, puisque qui dit technicité et développement dit des compétences de maintenance, que ce soit en maintenance préventive, pour éviter toute panne, puisque là encore, on a des objectifs de production à tenir, et de la maintenance curative, et donc former nos personnels et former des personnels sur la maintenance de tous ces outils-là. Et le dernier, c'est le management. Ça boucle la boucle, avec de gagner en compétences sur les techniques de management, les managements d'équipe qui se forment, qui se créent, là aussi sur les nouveaux métiers. Merci beaucoup pour ce panorama. Est-ce que vous avez déjà... Ah ben, je vous laisse finir. Non, c'est les prochaines étapes, puisque, comme dit, l'école a été inaugurée au mois d'avril, donc il y a certaines étapes. On a lancé un appel à référencement d'organismes de formation, puisque comme je vous le disais, c'est ni l'AFPA ni FEDEREC qui va faire ces formations-là, mais on a envoyé un cahier des charges à un certain nombre d'organismes de formation pour un appel à intérêt. On va recevoir les candidatures et les offres au mois de juillet. On dépouillera ces offres. Au mois de juillet-août, on intégrera ces offres sur notre logiciel de formation. On espère pouvoir commencer les formations et les mises en ligne à partir du mois de septembre-octobre pour pouvoir justement lancer tout le système. Et donc le recrutement aussi des candidats, parce que ça allait être ma question suivante, savoir est-ce que vous avez déjà des effectifs, est-ce que vous avez mesurer un peu tout ça, combien d'élèves vous aurez sur... Alors pour l'instant on n'a pas de visibilité là-dessus, on sait qu'on a tous des besoins au sein de nos entreprises de pouvoir former un certain nombre de nos collaborateurs. Et donc non, pour l'instant, on n'a pas de visibilité, de la même manière que les modules qui ont été nommés là ne sont pas restrictifs. On en a choisi 4 pour le moment, avec possibilité d'élargissement, bien entendu, en fonction des besoins. Et affiner l'intitulé des formations aussi. Tout à fait. Est-ce que, messieurs, dames, ça répond à une demande sur le terrain ? Je vous voyais plusieurs fois approuver. Vous aviez encore une dernière info ? Non, c'était simplement, on a été, comme quoi, on a des soutiens assez forts. On a été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir. Et on a été allocataire d'un budget de 10 millions d'euros sur 5 ans, justement pour financer l'ingénierie de la formation et travailler sur l'activité de nos métiers. Donc ça veut bien dire que nos métiers suscitent l'intérêt. Et que vous répondez à un vrai besoin. Répond à un besoin, oui. Et voilà, est-ce qu'on va nous le confirmer sur le terrain ? Est-ce que vous êtes dans vos secteurs demandeurs justement de main-d'œuvre qualifiée ? Oui, de notre côté, c'est un enjeu qui est stratégique. On a vu les courbes, que ce soit aussi bien pour les panneaux photovoltaïques ou que ce soit pour les batteries.
on va sur des gisements qui sont exponentiels, avec des quantités qui vont nécessiter une organisation qui n'est pas aujourd'hui présente. Et donc, on va avoir un besoin de personnel qui va être décuplé, à mon avis. Et aujourd'hui, sincèrement, je pense que c'est une des problématiques majeures devant nous. C'est comment faire pour faire venir des jeunes dans notre secteur d'activité, qui n'a pas toujours bonne presse. Comment on fait pour les former, les accompagner, les rendre compétents sur nos sujets. Parce que au-delà de ce que l'on est, ça ne suffira pas pour les années à venir. Donc nous, on le voit très bien déjà au niveau de nos recrutements, c'est déjà très complexe, mais même au niveau de nos partenaires, ils rencontrent la même difficulté. Donc on va être confronté à des ambitions nationales qui sont très élevées, mais avec des moyens et des ressources qui sont relativement faibles. Est-ce que même, vous dites tous, c'est un enjeu, mais même est-ce qu'on va plus loin avec le mot, est-ce que c'est une crainte de ne pas pouvoir absorber tout ça, tout ce qu'on vous demande clairement? Alors ça y répondra, mais pas complètement, j'imagine, en termes de volume, mais est-ce que vous vous dites parfois, on ne va pas y arriver? Clairement, oui. Enfin, les enjeux, ils sont colossaux. Oui. Nous, en moins de 5 ans, on va devoir doubler nos performances. Donc forcément, il faudra plus de recrutement, plus de structures, plus de partenaires sur le terrain. Si jamais on se retrouve avec des trous dans la raquette, on va être directement impacté. Pour moi, c'est une crainte. Vraiment, donc il faut faire vite. Hugues Babs, vous voulez réagir? C'est exactement ça. C'est qu'on voit que les métiers, il y a le double enjeu. C'est l'enjeu du quantitatif et du qualitatif. Ce sont des tout nouveaux métiers et on a effectivement besoin de beaucoup travailler sur l'attractivité de nos métiers pour justement pouvoir attirer des compétences. Parce que c'est un premier élément dans le développement et dans cette visibilité-là. Mais si on ne le fait pas, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vraiment partie d'un besoin aussi, constatation chez nous. Arnaud Schoup, vous vouliez réagir? Oui, c'est exactement ça. On a ce besoin qui est croissant. On a vu que les volumes, parce que les nouvelles mobilités, parce que les nouveaux besoins énergétiques vont être croissants, donc il y aura forcément des activités de recyclage qui vont être dans le même sens. Et aujourd'hui, on manque, alors pas tant de compétences, mais surtout effectivement de personnel pour répondre à ces compétences. C'est-à-dire que c'est une très bonne solution, effectivement, ce type d'école, parce qu'on le sait, nos métiers sont en transformation, sont en pleine évolution, mais aujourd'hui, on manque également de candidats. Et un autre point sur ces compétences, etc., on parlait tout à l'heure de réindustrialiser le pays. Il faut bien comprendre aussi que les enjeux du recyclage permettent d'ancrer les emplois en France et dans les régions, puisque on a aujourd'hui effectivement des activités qui ne sont pas délocalisables par nature, parce qu'on est des acteurs locaux dans la gestion du déchet. Et donc ces emplois ont effectivement une certaine pérennité demain, et de faire monter les compétences et d'attirer les candidatures, parce que alors, il y a tout un questionnement à se poser chez nous aussi en interne sur comment on rend ces métiers attractifs et un peu plus sexy, si je puis dire, de manière à demain pouvoir faire revenir des personnes dans l'emploi, parce que ça reste local, ça reste ancré dans des territoires, et donc il y a un vrai intérêt à pouvoir redynamiser ces activités de recyclage. Ça coche toutes les bonnes cases. Vanessa Montagne, puis Christophe Reif. Oui, nous, on a constaté déjà une vraie pénurie, et on a parlé tout à l'heure là, sur des chauffeurs. Oui. Aujourd'hui, nous, on a des collègues qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas de chauffeurs. Il y a des camions, mais il n'y a pas de chauffeurs. Ça, c'est concret. Et au-delà du fait qu'il n'y en a pas, en plus, leur métier devient extrêmement complexe, parce que ce n'est pas uniquement du transport. On attend d'eux qu'ils soient les ambassadeurs des filières auprès de nos partenaires de collecte. Ils sont sollicités sur des consignes de tri, ils sont sollicités sur énormément de sujets, sur de la communication. Enfin, voilà. On leur demande de faire plus que transporter. Et donc ce type de formation, alors j'ai vu que la partie commerciale était après, mais je pense que la partie relation client, relation partenaire, elle devra avoir une place importante dans le programme de formation, au moins pour toutes les équipes qui sont au contact du client, parce que là on voit qu'il y a des grosses attentes chez les partenaires de collecte. Oui. Non, tout à fait. La première des choses pour nous, c'était effectivement plus terrain, mais on va devoir accompagner toutes les équipes pour accorder le discours. Et on imagine que ce sera presque du sur-mesure en fonction des besoins. Vous allez adapter et ajuster. Oui, tout à fait. Christophe Reif, vous vouliez réagir aussi. On a à l'ADEME analysé l'impact sur l'emploi, sur le PIB, enfin l'impact sur notre économie de la transition écologique. Donc c'est énergétique plus économie circulaire. Et en fait, il y a un enjeu en fait de transformation de l'emploi, de transfert de personnel d'une filière à une autre. Aujourd'hui, si on garde tous l'objectif de neutralité carbone en 2050, on sera sur une baisse de consommation, sur une sobriété.
On la voit déjà, il y a de moins en moins de bâtiments, on est plutôt de plus en plus dans la rénovation. Les gens, paradoxalement, achètent de moins en moins de téléphones et de plus en plus des reconditionnés. Ce qui fait que d'un emploi de production à partir de ressources primaires, il y a un transfert vers des emplois de l'économie circulaire. Et on a même réussi à démontrer qu'on arrive à maintenir une croissance. Donc, on considère que la croissance verte, globalement, ça peut se faire, mais il doit y avoir une réflexion de sobriété et de transfert d'emplois d'un secteur vers un autre. Merci beaucoup pour ces précisions. Bon, évidemment, on pourrait continuer encore, je pense, longtemps. On a mis plein d'idées et semé plein de graines. Le public, est-ce qu'il a des questions, même si, en fin de salon, on sent bien que les rangs sont un peu plus clairsemés. Mais s'il y a des questions ou des observations, n'hésitez pas. Vous avez tout dit. Moi, j'avais une question. Vous avez une question. Pas pour moi. Non. Bon, ça aussi, parce que je ne saurais pas y répondre. Peut-être que vous saurez y répondre. Non, j'avais 2 questions. Je voulais savoir la composition des pales d'éoliennes. C'est quoi comme matériau? Est-ce que, de fait, il peut y avoir des synergies avec d'autres univers qui cherchent aussi des solutions de recyclage? Alors, les pales sont composées de fibres et de résine. Et ce qui fait qu'on a du mal à les recycler, c'est qu'on a beaucoup de mal à séparer la résine des fibres. C'est comme ça. Donc, il y a des produits qui existent, des solutions, mais elles ne sont pas du tout performantes d'un point de vue économique. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, toute la réflexion qu'on a là, notamment en éco-conception, c'est de trouver des processus qui vont permettre facilement de séparer de la résine et des fibres. Et donc, on travaille sur des résines qui se dissolvent facilement. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais voilà. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on n'arrive pas. Et lorsqu'on y arrive, c'est à des coûts absolument phénoménaux. Et en plus, on obtient des fibres de mauvaise qualité. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas en faire quelque chose. C'est de la mauvaise qualité. Donc, on s'amuse à faire des mobiliers, mais on n'arrive pas à le réutiliser dans l'industrie. Et donc, c'est un vrai point, une vraie difficulté. D'où l'éco-conception avec des résines beaucoup plus performantes et qui permettent de séparer très facilement la fibre des résines. Je vous dis simplement, j'ai vu que Vestas, qui est un des plus grands fournisseurs éoliens, avait inventé un système récemment où il a l'air de dire qu'il arrive à séparer assez facilement et à avoir de la résine, de la fibre de qualité. Ça date de mars, donc je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus. Mais les pales, pour l'instant, c'est très difficile de se séparer. Oui. D'accord, parce que nous, sur la filière sport et loisirs, on comptait un peu sur vous, sur votre avance, pour aussi trouver des solutions pour tous les produits composites, puisqu'on a beaucoup de... Bon, c'est plutôt carbone, fibre de carbone et autres. Voilà. Et on s'est dit, avec les volumes que vous aviez, vous allez tracter le Alors, marché. les volumes, vous l'avez vu, que les volumes, ça va venir, c'est pas encore là. Mais par contre, vous peut-être vous rapprocher de la filière aéronautique, qui utilise beaucoup de fibres, et eux, ça fait un moment qu'ils utilisent la fibre. Ils ont dû travailler là-dessus. Je ne sais pas s'ils le font, mais on a tous ces difficultés-là. Je veux dire, on a tous ces difficultés à séparer la fibre de la résine. Et nous, on est plutôt sur les nouvelles éoliennes qui seront assez faciles à recycler, voilà, au niveau des pales. Et donc, il y a un volet recherche et développement aussi dans l'école. Peut-être qu'il y a encore des nouvelles techniques à perfectionner pour visiblement certains recyclages qui ne peuvent pas encore se faire de manière économiquement viable. C'est ça, si je me trompe pas. Oui, puis il y a des appels à projets de l'ADEME, c'est le moment aussi de se positionner. De postuler. La boucle est bouclée. Une filière ne peut se structurer qu'à partir du moment où il y a aussi un volume derrière. Et une demande. C'est toujours la même chose, c'est qu'on peut penser à créer une filière de recyclage pour différents matériaux. À partir du moment où on n'a pas les volumes derrière, on ne peut pas industrialiser le process. Donc c'est vraiment, tout est lié. Très bien. Pas de questions. Si, une petite question qui est venue entre-temps, merveilleux. Le micro vient vers vous. Gaëlle Rare de la région, c'est aussi une question sur les éoliennes. Du coup, je me demandais comment le marché de l'occasion pouvait exister. Dans ma tête, les éoliennes restaient en place jusqu'à leur fin de vie. Alors en fait, il existe parce que on a lancé un très gros programme, ce qu'on appelle le repowering. Alors c'est un mot anglais, je suis désolé, parce qu'on a des sites très anciens ont été équipés au début avec des machines de faible puissance. Et en fait, il s'avère que sur ces sites-là, on peut maintenant réimplanter des machines neuves beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes. Et donc, on a lancé un très gros programme de repowering où on démantèle ces machines. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus en état de produire, ça veut simplement dire qu'on peut, à ce site-là, mettre des machines, et comme il y a eu une acceptabilité locale depuis 10, 15, 20 ans, c'est plus facile de réimplanter des machines. Et souvent, ce qui est d'ailleurs très vertueux, c'est qu'on en met moins.
Avant, il y avait 10 machines qui faisaient 1 mégawatt. On peut en mettre plus que 5, donc on diminue finalement un peu l'impact visuel. En revanche, on met des machines de 2 mégawatts. Donc au bout, on a la même chose, mais on a des machines plus grandes. Et les machines qu'on a démantelées, il faut bien en faire quelque chose. Donc c'est parce qu'on a cette ambition de remplacer sur certains sites des machines anciennes par des machines plus puissantes qu'on va se retrouver avec cette volumétrie-là. Et il faut qu'on en fasse quelque chose. Vous avez vu que c'est pas simple, mais on doit faire quelque chose. Et en gros, dans les 5-6 années qui viennent, il y aura plus de 1000 turbines en France qui vont être disponibles à quelque chose. Et donc il faut en faire quelque chose. Au-delà du tonnage, on voit en unité aussi, on réalise un petit peu mieux. Ouais. Question. Bon, écoutez, merci pour cette question et merci pour vos interventions. C'est la fin de cette conférence. Merci beaucoup d'avoir participé aux échanges. On voit que c'est un vaste sujet. C'est un peu court à 7. On ne peut pas tout dire, mais on voit tout le panorama de la chaîne. C'est la fin de ce premier rendez-vous CEDEC aussi, le rendez-vous régional des collectivités et des entreprises du déchet et de l'économie circulaire. On a vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux et beaucoup d'avenir. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure. C'était très enrichissant. Et pour prolonger tout cela, vous pouvez suivre le compte CEDEC sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, pour suivre l'actualité de l'économie circulaire. Ces vidéos seront retransmises sur la chaîne YouTube, disponibles sur la chaîne YouTube de CEDEC dans quelques jours. Pour ma part, je remercie Christophe Neumann pour l'aide précieuse et précise dans la préparation et le montage de ces conférences. Et j'en profite, pardon, je vous retiens encore une seconde, mais parce que c'est aussi la fin du salon Cyclo. Donc merci à tous les intervenants de nous avoir accompagnés lors des 4 conférences. Donc ça faisait 7 conférences en tout. Elles seront également à retrouver d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo. Il y en a 2 chaînes. Et vous le savez sans doute, on peut aussi suivre les actualités de l'eau sur les réseaux sociaux de Cyclo, notamment le très fourni compte LinkedIn. Nous remercions Jean-Claude Lasserre pour l'impulsion et l'organisation de ce salon, ainsi que la joyeuse équipe de Cyclo, qui est un petit peu là aussi, et tout particulièrement Caroline Braun pour l'organisation de ces conférences. Prochain rendez-vous, j'arrête après une journée thématique à Vichy le 14 septembre sur le sujet de la mise en œuvre du plan eau sur le bassin de l'Allier et de la Loire. On ne sait jamais, si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Et la prochaine édition de Cyclo, c'est Provence-Alpes-Méditerranée à l'Arena du Pays d'Aix, les 29 et 30 novembre. On espère vous y retrouver. Merci beaucoup et à bientôt.